et les nuages commencent à s'effondrer. Alors, des milliers d'années plus tard, parce que quand même, en 4 milliards d'années, il y a du temps à considérer, des milliards d'années, des globules se forment dans les nuages effondrés, la température commence à baisser, enfin, on est quand même à moins de 205 degrés. Hein. Le rayonnement, c'est bien sûr une lumière invisible, et il y a des dimensions de ces nuages qui pourraient accueillir à peu près une centaine de notre système solaire. La densité est très faible, etc. Bon, ça c'est si des gens veulent pomper la clé et pas autre chose, vous le lirez dans le détail. Lorsqu'on tourne, lorsque ces nuages tournent, il y a 2 jets qui se produisent par contre-réaction, que l'on peut voir ici, et que l'on observe maintenant, 2 jets complètement symétriques, que l'on voit. Alors voici, ça a été fait par Hubble. Voici les jets. Vue d'avion, on commence à voir également, alors c'est des systèmes gigantesques, alors chaque fois on masque l'étoile pour pouvoir prendre la photo, parce que sinon on ne verrait rien du tout. Et vous voyez un peu la dimension, tout ça, voici l'orbite de Neptune, hein, qui rentrerait allègrement dans tout ça. Alors on le voit également, là c'est une véritable photo sans cache. Alors ce phénomène d'accrétion, c'est-à-dire lorsque les matières vont se combiner entre elles, dure à peu près 100 000 ans, et ce que l'on a découvert à Nice notamment, c'est que l'accrétion arrive à éliminer progressivement tout le gaz, pour en faire évidemment des planètes gazeuses. Alors sous l'effet de sa propre gravité, ce nuage s'est contracté, effondré, et donc a créé un noyau de plus en plus rapide, et lorsque ce noyau va avoir une pression énorme, l'étoile va s'allumer, c'est-à-dire que les réactions nucléaires vont se déclencher, ça va être des réactions de fusion, c'est-à-dire des réactions qui vont transformer de l'hydrogène en hélium, toujours par conservation du moment cinétique. Et s'il y a quelqu'un qui pouvait le remettre au programme, vous voyez que ça sert en astronomie. Hein. Condensation des gaz et de poussière engendre des centaines, voire des milliers d'étoiles, donc il ne faut pas s'imaginer que si ici vous voyez la naissance du Soleil, il y avait évidemment beaucoup d'autres soleils. Et alors, ces disques que l'on voit ici disparaissent et vont se transformer en planètes, mais à condition qu'il y ait des poussières, et pour les planètes rocheuses, et pour les planètes gazeuses, parce que s'il n'y a pas suffisamment de poussière, le gaz ne pourra pas s'accréter sur des poussières qui vont donc former des noyaux qui n'ont rien à voir avec les noyaux dont on a vu tout à l'heure. Plus on s'éloigne de la proto-planète, de la proto-étoile, plus il y a ce qu'on appelle une ligne de glace, c'est-à-dire que de plus en plus, tous les corps que l'on va rencontrer seront des corps glacés. Donc les phases de formation d'étoiles, il y a une phase entre 1 et 10 milliards et 10 millions d'années, formation d'embryons, jusqu'à 10 millions d'années, formation des planètes géantes, c'est-à-dire gazeuses, autour de 60 millions d'années, formation du couple Terre-Lune, et jusqu'à 100 milliards d'années, il peut y avoir des planètes rocheuses. On a calculé qu'il y a eu au départ 22 planètes autour du jeune Soleil. On n'en a plus que 8 maintenant. Alors voilà les planètes, voilà ce que ça donnerait. Alors, et après, nous avons quelque chose qui également a été récemment découvert, c'est que les jeunes planètes gazeuses, lorsqu'elles prennent une masse suffisante qui est supérieure, je ne sais plus, je crois que c'est 50 masses terrestres, elles décrochent du nuage et vont se rapprocher de l'étoile en créant un sillon qui va perturber complètement l'ensemble que l'on va étudier maintenant. Alors voici le monsieur qui m'a aidé, Alessandro Morbidelli, et il va créer des modèles qu'on va appeler modèles de Nice, qui sont célèbres maintenant dans le monde entier, et vous pouvez voir tous les gens qui ont fait des thèses là-dessus, en gros sur l'encart jaune. Oui, il n'y a pas beaucoup de noms auvergnats ou bretons. Tout le monde vient faire leur thèse sur ces choses-là qui ont été confirmées par de nouvelles recherches. Alors voici dans les planètes gazeuses le moment où la planète qui devient de plus en plus importante, elle va par sa rotation perdre du moment cinétique, encore le moment cinétique, et va donc se rapprocher
ici du noyau. Donc les premières choses qu'on a découvertes, c'est des découvertes de sillons dans le disque. Donc les modèles de Nice, à partir des positions des Jupiters chauds, vont résoudre la migration des Jupiters chauds, le grand bombardement d'astéroïdes, la demi-taille de Mars, et notre ami Bibring a beaucoup travaillé là-dessus, parce que c'est pas normal que Mars soit aussi petit, la ceinture d'astéroïdes de Mars-Jupiter, et la résonance, c'est-à-dire un mouvement synchrone entre Jupiter et Saturne. Alors, bon, là je vais passer, c'est pour dire qu'à un moment donné on a des planétésimaux. Les jeunes planètes Jupiter et Saturne vont donc plonger, comme je viens de dire à l'instant, vers le Soleil, puis s'éloigner pendant une période de 500 000 ans, qui vont créer de très grandes perturbations et qui vont donner lieu aux ceintures d'astéroïdes que l'on peut voir maintenant. Alors pour ça, il faut des preuves, donc on va commencer par des datations, et il faut trouver, si on veut qu'un modèle soit cohérent et se colle le plus possible à la réalité passée, il va falloir trouver des traces du début pour avoir une origine du processus et créer les hypothèses de simulation. Alors, pour ça, on va commencer par la Lune, c'est pour ça que je vous disais que c'est devenu très important, et on va commencer par dater les mers de lave, on voit toutes ces taches noires ici, et on s'est aperçu, lorsque la NASA a envoyé Apollo 17, c'est-à-dire la dernière mission sur la Lune, au lieu d'envoyer des militaires qui faisaient le salut devant un drapeau, on a enfin envoyé un géologue, Harrison Smith, pour qu'il prenne non pas n'importe quel caillou, mais qu'il choisisse en fonction, et il avait, vous le voyez un peu là-haut, il avait une voiture à sa disposition, donc lui il a réussi à monter sur les crêtes pour essayer de faire des prélèvements de renflement. Et alors, on s'est aperçu, on a daté les montagnes sur la Lune, et elles avaient 3,9 milliards d'années. Ouais, ben c'est bien, c'est pas d'idée. Alors, on va mesurer le taux de cratérisation, et on s'est aperçu que sur la Lune, il n'y a pas 1 mètre carré qui est épargné. Alors, on a fait des courbes, et on s'est aperçu que la cratérisation s'affole dans le cercle rouge que vous voyez ici. Alors, en bas, vous avez les âges, l'âge depuis le début de l'apparition du protosoleil, et en haut, vous avez le taux de cratérisation, qu'il appelait autrement. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un pic énorme dans un endroit très précis qui est à 3,9 milliards, qui correspond justement au prélèvement d'Apollo, qu'on retrouve ici avec les cratères Nectaris, Imbrium, Orientale, etc. Et donc, on s'est mis à voir, Morbidelli me disait, si je compte sur les militaires pour me donner des renseignements, je ne vais pas y arriver, je vais faire autrement. Et donc, il a trouvé des grosses météorites qui venaient de certains gros astéroïdes, notamment Vesta. Il les a coupées en morceaux, qui donnent ces espèces de belles mosaïques et qui donnent des bulles. On a coupé ces bulles, il appelle ça des bigliettes, je ne sais pas si c'est italien, et il trouve également toujours l'origine du gaz qui se trouve dans ces petites bigliettes qui se mesurent en microns, toujours 3,5, 3,9 milliards d'années à partir du début. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, des mesures qu'on ne peut pas faire avec des rovers, notamment sur Mars, parce qu'il faut des microsondes ioniques très grosses. Voici la plus récente qui se trouve au CNRS à Montpellier, mais qu'on ne peut pas mettre ça sur un rover. Alors, on a refait les mêmes choses sur Mars au niveau du taux de cratérisation, et on s'est aperçu que le taux de cratérisation grand cratère, petit cratère était strictement identique à celui de la Lune, et que l'on trouvait beaucoup de cratères qui avaient toujours le même âge, 3,9 gigannées. La Terre aussi a beaucoup de cratères, seulement on ne les voit plus parce qu'ils ont été érodés. Par contre, en voici un en Australie, que l'on voit ici, c'est le Cause Bluff, qui, vous voyez, il y en a très peu, sur Terre, il y a 159 cratères, le reste a été éliminé par le vent, la pluie et tout ce que vous avez. Alors, on a voulu quand même faire des datations sur la Terre. Voici en vert, les
les zones, les surfaces les plus anciennes de la Terre, sur lesquelles les scientifiques vont faire des prélèvements et vont recalculer des billettes, notamment, vous voyez, en haut, au Groenland et au sud-ouest de l'Australie. Et on a trouvé des billettes, c'est-à-dire on prend des toutes petites parcelles et on trouve toujours la même date. Également en Australie, sur des zircons, c'est-à-dire des minéraux extrêmement solides, on a également, alors vous voyez à quel point c'est précis, c'est encore une étudiante au cours d'une thèse qui a fait toutes les mesures, on trouve l'âge du cristal qui est de 4,3 milliards d'années. On a calculé après ce qu'il y avait dans les petites bulles et on s'est aperçu qu'il y avait toujours une zone très chaude à 3,9 milliards d'années. On s'est mis à calculer toutes ces